Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la découverte d'un jeune Corse ambitieux. Comme vous l'avez reconnu, il s'agit de Napoléon Bonaparte, grand empereur français. Il marquera le XVIIIe siècle et bien évidemment la période révolutionnaire. Beaucoup pensent que c'est un empereur ayant marqué l'histoire, ayant révolutionné. Je ne suis pas de ce goût, mais je ne suis pas là pour exprimer mon goût, mais pour vous éclairer sur cette histoire, sur l'histoire de Napoléon. Nous allons commencer par le début, le commencement du commencement, l'enfance studieuse de Napoléon Bonaparte. On sait tous que Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 en Corse, à Ajaccio précisément, dans une famille noble mais pauvre. À 10 ans, il entre à l'école militaire de Brayannes, dans l'est de la France, si vous ne savez pas le situer. Il lit beaucoup de livres d'histoire et se révèle très bon mathématicien, en mathématiques plutôt, vu qu'il est très bon mathématicien, mais si mathématicien, bref, vous avez compris. Il se fait peu d'amis car les autres élèves se moquent souvent de son accent corse. Et oui, la Corse est une colonie à l'époque, donc c'est très compliqué pour lui. C'est comme les religions aujourd'hui. Enfin général. Mais non, pas encore général. Avant le général, il y a le lieutenant. Et oui, à 16 ans, il est promu lieutenant. Mais ça n'a pas été simple, hein. Il a dû passer par un an de galère. À 15 ans, Bonaparte entre à l'école militaire de Paris, où il apprend tout ce que doit savoir faire un bon lieutenant. Les armes, mener ses équipes, ou son armée plutôt, monter à cheval, savoir se battre, etc. Un an plus tard, le voilà lieutenant en 1789. La Révolution éclate la même année. Bonaparte se passionne pour les idées révolutionnaires qui parlent de justice et de liberté pour tous. Comme j'ai oublié de le préciser, il lit énormément et adore l'histoire. Et il va lire l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. La première mission qui va réussir est en 1793, quand la France est devenue une république. Mais elle est attaquée et fragilisée par l'Autriche et l'Angleterre. Deux puissances très, 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 très monarchiques. Et donc ça, la vague révolutionnaire ne les aide pas. Si vous ne voyez pas ce qu'est la vague révolutionnaire, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur la Révolution française ou la monarchie des Louis. La dynastie plutôt. Bah, les autorités envoient Bonaparte libérer Toulon, occupé par les Anglais. Il réussit sa mission grâce à un plan d'attaque ingénieux et à son courage. Il gagne le surnom de capitaine Cannes. Enfin, général, le Graal. Napoléon Bonaparte est tout jeune et il est général. Je crois même, de sources sûres, qu'il est le plus jeune général de l'armée française. En 1795, les partisans du roi, les royalistes, veulent reprendre le pouvoir. Des conflits éclatent dans l'ouest de la France. Ce sont les guerres de Vendée. Encore une fois, les guerres de Vendée, guerres de religion, c'est le 18e siècle, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, c'est avec les curés, etc. À Paris, Napoléon Bonaparte se bat contre les royalistes et sauve la République, ou ce qu'il en reste. Mais on le nomme général pour le récompenser. Le récompenser d'avoir réussi à sauver au final la République, avoir sauvé le très peu d'espoir des Français. C'est alors qu'il rencontre Joséphine de Beauharnais, dont il tombe amoureux. Joséphine de Beauharnais est née en Martinique, dans une riche famille de planteurs. Joséphine épouse d'abord le vicomte de Beauharnais. Ah oui, Beauharnais. Elle a deux enfants, Eugène et Hortense. Après la mort de son mari, elle s'unit à Bonaparte en 1796.
Ils divorceront en 1809 à la demande de Napoléon car Joséphine ne veut plus d'avoir d'enfants. Il ne supporte pas que on le résiste. Et c'est au final ça qui est triste dans tout ça, c'est qu'il ne supporte pas qu'on lui résiste. Et oui, la grande bataille. On peut dire une grande bataille, pourquoi? Parce qu'au final, il va perdre beaucoup d'hommes sur cette bataille. Et oui. La guerre d'Autriche et d'Angleterre continue. Le général Bonaparte prend la tête de l'armée d'Italie où il remporte de grandes victoires. À Arcole puis Rivoli, il fonce ensuite sur Vienne, la capitale de l'Autriche, ce qui oblige l'empereur d'Autriche à signer le traité de paix en 1793. 17. Bonaparte devient très populaire. Grâce à cette victoire, il a gagné le cœur du peuple. Mais voilà, au final, on peut dire qu'il y a bien des choses à dire sur ça. Je n'ai fait que les grands traits de l'histoire. Napoléon Ier. On peut l'observer au milieu, là, Napoléon Ier. Il va être un empereur de France très moderne. En commençant par un coup d'État en 1799, brigands et royalistes sèment la violence dans le pays. Les députés sont incapables de ramener l'ordre. Avec l'aide de 6000 soldats, Bonaparte met fin à la République. La République que je rappelle, il l'a sauvée en 1775. Et oui, il va faire un coup d'État et mettre fin à la République qu'il avait sauvée en 1795. Donc 4 ans plus tard, il met fin à une république qu'il a lui-même sauvée. Il débloque. Et il fait proclamer un nouveau régime, le consulat. Le 2 décembre 1804, il se fait sacré empereur et concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Ça doit vous rappeler un monarque absolu. Mais là, c'est un empereur absolu, on pourrait dire. Mais du coup, qui dit nouveau régime, dit nouveau. Et donc, par nouveau, il y a l'administration. Napoléon réorganise la France. Il nomme des préfets à la tête des départements pour qu'ils appliquent ses ordres, en fait. C'est comme les sous-fifres, hein. Les fifres du roi, ceux qui s'occupent des terres. Et bah là, c'est la même chose. Il fait collecter les impôts par de nouveaux fonctionnaires. Les inspecteurs du trésor, il crée une monnaie unique, les francs germinal. Le franc germinal, ouais, de toute façon c'est invariable. Ainsi que des écoles primaires et des lycées. Rappelons-le, tout ça, toutes ces idées, on va les garder au final. Vu qu'il y a toujours le lycée, il y a toujours l'école. Le retour de la paix. En 1801 et 1802, Napoléon signe la paix avec l'Autriche et l'Angleterre. Pour réconcilier les Français entre eux, il autorise les royalistes exilés à revenir en France. Il passe un accord avec le pape pour se réconcilier avec l'Église, combattu par les révolutionnaires, le Concordat. Il fait ce que Louis XVI n'a jamais eu le courage de faire. S'avouer un petit peu vaincu, faire des traités de paix, aller avec l'Église aussi, vu que l'Église est très influente. Ça aurait pu éviter à Louis XVI la vague révolutionnaire de Vendée en très très meurtrière. Mais nous allons passer aussi à une France reconstruite, une capitale reconstruite. Et oui, la capitale va être reconstruite. La rénovation de Paris, notre belle Paris, notre beau Paris. Et là, vous voyez l'Arc de Triomphe. Et oui, il a été construit sous son époque. Excusez-moi. Au temps de Napoléon, Paris a encore l'allure d'une ville du Moyen-Âge. Ses rues sont sales, les tortueuses.
l'empereur fait percer de nouvelles voies et construire deux ponts. Des ponts sous la Seine, hein, pas des ponts pour le plaisir. Hein. Mais il aménage des trottoirs, des égouts, des canaux et des fontaines. Et oui, toutes les fontaines, tous les ponts et autres datent du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle de Napoléon Bonaparte. Ils ont été reconstruits à l'identique. Le saviez-vous? Il aménage, hein, mais il ne fait pas que ça. Pour améliorer la propreté de l'approvisionnement en eau, pour qu'elle soit potable et non qu'elle soit l'eau des toilettes, soit comme l'eau qu'on boit, eh ben, il va faire nettoyer toute l'eau, une nouvelle canalisation, des travaux gigantesques. Mais aussi, pour des monuments pour des monuments à la gloire de la France, il va faire ériger de nouveaux monuments. Pas la tour Eiffel, parce que comme vous le savez, la tour Eiffel ne peut être... comment dire ne peut être... simplement ne peut pas être construite à cette année, vu que cette tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel et pas du tout par Napoléon Bonaparte. Mais par contre, il va construire l'Arc de Triomphe, le Comte de Vendôme et bien d'autres. Je vous avouerai, je n'ai pas du tout les prénoms, je ne me suis pas renseigné. Mais de toute façon, on sait très bien que Napoléon a fait bien des monuments hein, qu'on a gardés aujourd'hui. Hein. Je donne un petit peu mon avis, mais les monuments aujourd'hui, ils sont tous les plus visités de France. Hein. Je vous rappelle, on a près de 80 millions de visiteurs par an touristiques et on a la troisième place au rang mondial de l'économie et des affaires et tout ça. Donc voilà. Mais on va aussi retourner sur Napoléon qui va faire de la France de plus en plus redoutée, une France redoutée et puissante. On va appeler aussi notre armée la Grande Armée. Napoléon dispose d'une puissance armée, appelée la Grande Armée. Pourquoi? Parce que l'empereur en fait l'une des meilleures au monde, avec des soldats bien entraînés et fidèles. Ces soldats ont été baptisés grognards, car ils se plaignaient sans cesse de ne pas avoir assez à manger. Bref, il fait de ces soldats des armes de destruction. Et cela va mener à la puissance de la France. Napoléon ne inquiète les autres pays européens, car il contrôle déjà la Hollande, la Suisse, l'Italie. Pire, il menace d'envahir l'Angleterre en 1805, celle-ci alliée de la Russie et l'Autriche. Détruire la flotte française à Trafalgar, au sud de l'Espagne. Il menace des empires puissants au XVIIIe siècle, avec les colonies. Mais surtout, l'Europe sous sa domination. Napoléon réplique à la destruction de la flotte française en attaquant. Il bat l'Autriche et la Russie à Austerlitz. La grande bataille d'Austerlitz. Qui ne se rappelle pas de cette bataille après tout? On sait tous Austerlitz, on a tous connu Austerlitz. Ou en tout cas, qui n'a jamais entendu parler de ça? Friedland et Wagram, la Prusse, Alena, bref, que des grandes victoires. En 1810, la France règne sur une grande partie de l'Europe. Elle compte 130 départements et 10 royaumes dirigés par la famille ou les amis de Napoléon. Donc là, déjà, on a changé, on est puissant. Mais ce qu'il ne fallait pas faire, c'était la guerre contre l'Angleterre. La guerre menée contre l'Angleterre a été fatale. Napoléon veut affaiblir l'Angleterre, son ennemi l'ennemi le plus acharné qu'il n'ait jamais rencontré. Pour cela, il faut l'empêcher de vendre ses marchandises. Parce que qui dit plus de marchandises, plus de ressources, plus d'argent. L'empereur décide d'interdire aux navires anglais d'aborder dans les ports européens. C'est le blocus.
comme le blocus impérial. Mais l'Espagne et le Portugal, pourtant alliés à la France, refusent d'obéir à l'empereur Napoléon, les envahit. La fin de l'Empire, avec l'Angleterre bien évidemment, qui va être l'une de nos plus grandes raisons de la destruction. À son tour, la Russie ouvre ses portes aux Anglais. Tout le monde veut ou croit que Napoléon va se faire battre par les Anglais. Napoléon se lance à sa conquête en 1812. Mais cette campagne militaire est un désastre. Plus de 5000 hommes meurent ou sont faits prisonniers. En 1814, Napoléon doit abdiquer. Eh oui, il est exilé à l'île d'Elbe, au large de l'Italie. Les conquêtes qui ont poussé Napoléon à battre l'Angleterre et les autres puissances va le mettre à pied. L'exil à Saint-Hélène ne l'aidera pas. Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe en 1815 pendant 100 jours. Il revient au pouvoir grâce à son armée. Mais le 18 juin, il perd face aux Anglais. Comme je vous avais dit, l'Angleterre était forte et Napoléon n'a pas su combattre cet empire. Il va perdre à Waterloo, en Belgique. Il est exilé à Sainte-Hélène, une île à côté de l'océan Atlantique, dans l'océan Atlantique clairement. Et personne pour l'aider, il y a des gardes et tout ça. Il meurt en 1812 à 52 ans, grand empereur ayant révolutionné le XVIIIe siècle. C'est dommage de savoir que cet empereur aurait pu révolutionner la France. Il aurait pu être un grand empereur, mais ambitieux, ne voulant pas comment dire, il ne veut pas accepter que les Anglais ne puissent résister à lui. Donc il va attaquer toutes les ressources, c'est dommage. Mais au final, tellement qu'il est puissant, tellement qu'il a modernisé le XVIIIe siècle, on a gardé ses idées. On a gardé les idées de département, on a gardé les idées qu'il y avait des maires, on a gardé les idées de révolutionner les égouts, le traitement des déchets, la reconstruction de Paris. Aujourd'hui, l'architecture de Paris est pratiquement comme celle qu'elle était au XVIIIe siècle. On a gardé les lycées, les collèges. Bref. Moi, je le trouve bien, cet empereur. Mais il était trop ambitieux et avare. Il voulait garder le plus d'argent. Bref, c'était problématique. Bon, on se quitte pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous l'avez aimé, mettez un like, mettez-moi un commentaire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Abonnez-vous. Juste une petite notification. Les temps modernes vont bientôt s'arrêter pour moi. Je finis une dernière vidéo sur les plus grandes monarchies. Vu que n'oublions pas, on a besoin de faire un récapitulatif sur les plus grands monarques du monde et pas de France. Et puis je vais aller à la Renaissance. La Renaissance avec François Ier. On n'a pas que François Ier, on a Henri V, on a des réformes et tout ça. Bref, on se retrouve la semaine prochaine.